Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Destination Bretagne, la Méditerranée ou encore les Alpes, petit ou grand trajet. L'heure des départs en vacances a sonné pour des millions de Français. Nous ferons le point sur la situation dans un instant et notamment au départ des gares ce soir. Nous prendrons des nouvelles du skipper Yann Eliès, victime d'une fracture de la jambe sur la route du Vendée Globe. Le navigateur Marc Guimot est arrivé sur zone et il est en contact permanent avec lui. Le domicile du député socialiste Julien Drey, perquisitionné aujourd'hui. La brigade financière enquête sur des faits présumés d'abus de confiance. Explication ce soir. Notre grand format nous emmènera dans les coulisses du plus grand marché alimentaire du monde. À quelques jours des fêtes de fin d'année, Rungis espère oublier la crise. Affrontement entre hooligans hier en marge de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et les Néerlandais de Twente. À suivre également le tirage au sort des Coupes d'Europe en Ligue des Champions. L'Olympique lyonnais affrontera le Football Club de Barcelone. Dur comme on dit. Enfin la question conso du jour, comment s'offrir des places de spectacle à petit prix? Nous tenterons de nous y retrouver dans la galaxie des tarifs dégriffés. Merci d'être avec nous. C'est donc l'heure des vacances scolaires et l'heure des grands départs pour ceux qui ont la chance de pouvoir en profiter. Un premier exemple en chiffres, 3,5 millions de passagers se presseront dans les aéroports parisiens dans les prochains jours. Du monde sur les routes également, on le verra dans un instant. Et puis bien sûr, dès ce soir, les grandes gares sont prises d'assaut. On voit tout cela en images avec le reportage de Vincent Fischmann et de Marie Cros. À grand départ, grand personnage. Si la SNCF devait avoir un Père Noël, il aurait une casquette bleue et il s'appellerait Serge. Pour cadeau, toujours un bon mot. Donc je vous souhaite à tous un très bon week-end si je ne vous revois pas tout à l'heure. Et de bonnes fêtes de fin d'année. Merci à vous. Ça change, c'est original. C'est agréable. Moi j'espère que la SNCF va lui donner une prime de bonne humeur. Parce que quand même c'est rare. À la SNCF, un jour pareil, on ne va pas vous raconter d'histoire. Il y a du monde. Rien qu'à la gare de Lyon, 150 000 voyageurs aujourd'hui. D'ordinaire, c'est 100 000. Pas d'histoire, mais une drôle de fable, spécialement pour la journée. Princesse endormie, moi. Il paraît que cela détend le voyageur. J'ai été élue Miss Forêt 2009. Même les grands nous font des signes. Là j'ai un fan qui va absolument prendre une photo avec moi. Grand sourire, grand départ et grand moyen. Plus de 90% des TGV sont sur les rails tout le week-end. Côté sécurité, plus 50% d'agents dans les gares. Tous les cheminots sont mobilisés, tous les matériels sont sortis. On a 450 rames de TGV, elles sont toutes sorties aujourd'hui. Par exemple, sur le TGV Atlantique, il y a 104 rames, il y en a 102 qui roulent et 2 qui sont en réserve. À grand départ, enfin, grand confort. Une enseigne de meubles a décidé de réconcilier l'attente et le voyageur. Résultat, des canapés occupent le pavé. Sachant que j'ai des banquettes en ferraille, là c'est souple. Hein. Attention tout de même, sur une banquette, le sommeil vous prend aisément. Au grand départ s'accorde alors à grande frayeur. Alors, quelle est l'atmosphère ce soir? Bonsoir Agnès Molinier, vous n'avez pas votre gilet rouge, mais il y a bel et bien beaucoup de monde ce soir au départ de la gare de Lyon. Absolument, c'est une atmosphère de départ en vacances. Il y a beaucoup de monde, d'autant que la gare de Lyon est la gare où il y a le plus d'affluence. Pour vous donner un ordre d'idée, Laurent, pour la seule journée d'aujourd'hui, ce sont 150 000 personnes qui transitent par ici, qui partent ou qui arrivent ici sur les quais de la gare de Lyon. La SNCF a fait ses comptes, elle prévoit que durant 3 jours, ce seront 4 200 000 Français qui vont prendre le train dans toute la France. Côté trafic, ça veut dire au départ des gares parisiennes, 1500 trains dont 1100 TGV, c'est 25% de plus qu'un week-end ordinaire. Destination la plus choisie ici, les Alpes, une destination d'ailleurs manifestement encore plus prisée que d'habitude par les Français qui partent en vacances. Ils semblent avoir choisi la France au détriment des très longues distances. La crise est peut-être passée par là, mais côté ski, ce n'est pas encore pour la SNCF le plus gros week-end. Pour cela, il faut attendre les vacances de février. Merci Agnès. Et les Français cette année semblent privilégier la proximité, donc vous le disiez, les déplacements à l'intérieur du pays. Ce soir, bison futé, affiche orange dans le sens des départs, même chose demain samedi. Principale difficulté de la soirée, la région Rhône-Alpes et les accès donc aux stations de ski. Beaucoup de neige, on le sait cette année, et justement la route d'accès aux stations des Alpes-Maritimes a pu être dégagée aujourd'hui après les avalanches de ces derniers jours. Sur place, Olivier Théron et Raymond Chaplard.
vous nous suivez, vous arrêtez si je dois faire un prétexte. Okay. 18h, enfin, la route d'Oron est ouverte. Les premières voitures redescendent dans la vallée. Pour les prisonniers des avalanches, c'est le soulagement. Ça fait 4 jours qu'on est bloqué quand même et ça commence à faire des dépenses non voulues. Pendant la semaine, 3 avalanches monstrueuses se sont déclenchées. Des phénomènes qu'on n'avait pas vus dans cette vallée depuis plus de 30 ans. Il a fallu mobiliser 30 pelleteuses et des dameuses de la station pour libérer les routes. Un dernier élan, une dernière poussée et la jonction est réalisée. Un travail colossal a été accompli, de jour comme de nuit. On a dormi 2 heures par nuit depuis 3 jours. On a libéré les accès surtout sur Isola 2000 puisque la route était enneigée des fois sur des hauteurs de 10 mètres. Nos dameuses sont intervenues avec la DDE, ce qui a permis de travailler la main dans la main et de réussir ce tour de force. Les domaines skiables d'Isola 2000 et d'Oron sont prêts à accueillir les 15 000 skieurs, attendus dès demain matin. Mais les plus inquiets dans tout ça, c'étaient les internes du collège. Ils avaient peur de passer Noël loin de leur famille. C'était vraiment l'inquiétude et l'inquiétude des parents puisque nous avons eu beaucoup de coups de fil, quand nous avons dû rassurer les parents par rapport au fait que ils avaient peur que les enfants ne redescendent pas. À la nuit tombée, le bus des vacances est enfin arrivé. Un joli cadeau, quelques jours avant Noël. Voilà pour ses premiers départs en vacances. Que s'est-il passé hier à Paris, en plein cœur du 15e arrondissement, à 2 pas de la Tour Eiffel? Un jeune homme de 21 ans a été tué à coups de couteau, et cela à l'issue d'une bagarre. L'auteur présumé, âgé de 17 ans, a été interpellé et une trentaine de jeunes du quartier sont toujours ce soir en garde à vue. Arnaud Comte, Arnaud Wust. L'affrontement s'est déroulé à quelques pas de la Tour Eiffel, en plein Paris, à la nuit tombée. 2 adolescents connus des services de police sont, semble-t-il, indifférents. Ils en viennent aux mains. La bagarre dégénère. Un jeune homme de 21 ans reçoit plusieurs coups de couteau et perd la vie. Les jeunes, ils étaient une bonne vingtaine à peu près. Puis ça cavalait dans tous les coins. La police retrouve rapidement l'agresseur, un adolescent de 17 ans. En quelques minutes, le quartier est bouclé car des groupes de jeunes hommes ont, semble-t-il, l'intention d'en découdre. 39 personnes sont interpellées, notamment pour port d'armes, sous l'œil des riverains. Le soir, je vous dis, je vais dîner chez ma pauvre mère qui a 90 ans. Je n'ose pas traverser. Je suis obligé de faire le tour par le boulevard de Grenelle pour entrer dans la rue là-bas derrière. J'ai très peur. Sur les lieux de l'agression cet après-midi, il y a ces mots et ces gerbes de fleurs en hommage à la victime. Notre équipe n'est pas la bienvenue. Cassez-vous, cassez-vous. 24 heures après le drame, le climat est toujours tendu dans ce quartier du 15e arrondissement où les bagarres sont fréquentes. Il s'agit vraiment de trafic de stupéfiants, comme on peut malheureusement constater dans ce type de secteur à forte concentration de logement social où il y a des familles en grande difficulté. Les syndicats de police s'inquiètent des rivalités de quartier, des règlements de compte qui n'épargnent plus désormais le cœur de Paris. Il y a quand même une recrudescence de mouvements de jeunes, effectivement, même au sein de la capitale. Et je pense que si on veut vraiment se donner les moyens pour essayer d'anticiper un peu plus qu'aujourd'hui, eh bien, il faut mettre des policiers supplémentaires. Par crainte de nouvelles violences, des renforts sont mobilisés dès ce week-end dans ce secteur du 15e arrondissement qui sera bientôt équipé de caméras de vidéosurveillance. Je vous le disais en titre, une enquête préliminaire est en cours pour des faits présumés d'abus de confiance concernant le député socialiste de l'Essonne, Julien Drey. Une perquisition a eu lieu aujourd'hui à son domicile. Alors quels sont les premiers éléments de cette affaire? On voit cela avec Amaury Guibert et Mathieu Régnier. Une image furtive, celle de Julien Drey ce soir quittant son domicile. L'élu socialiste n'a encore fait aucune déclaration. Durant toute la matinée, il a assisté à la perquisition de son appartement. En milieu de journée, le parquet de Paris confirmait l'ouverture d'une enquête sur des détournements de fonds commis à des fins apparemment personnelles, mais sans citer de nom. Selon son avocat, Julien Drey reste serein face à cette procédure. Sa réaction est celle d'une sérénité totale. Sa réponse, c'est qu'il sera facilement vérifiable qu'il n'a rien de ça à se reprocher, que toutes les questions qui lui ont été posées, il y a répondu et que ces réponses sont vérifiables. L'enquête a débuté avec un signalement parvenu fin novembre à Tracfin. L'organisme anti-blanchiment du ministère des Finances aurait découvert des flux financiers suspects. De l'argent sorti des comptes de 2 associations, la Fédération lycéenne Fidèle et les parrains de SOS Racisme. Des chèques pour plus de 127 000 € signés par Thomas Persuis, directeur financier de SOS Racisme, et Nathalie Fortis, attachée de presse de Julien Drey.
Quelques jours plus tard, ils auraient déposé plus de 102 000 € sur les comptes du député, un scénario réfuté par l'élu comme par les associations. Lors de leur perquisition, les enquêteurs de la brigade financière ont emporté des relevés de comptes, comme ici à la Fidèle. L'association lycéenne affirme qu'elle n'a aucune irrégularité à cacher. On parle d'une petite organisation par son budget, dont la comptabilité est évidemment simplissime, elle a 2 comptes bancaires, donc vraiment une perquisition spectaculaire, en plein cœur d'un mouvement, effectivement. Mais à ce stade, vous m'accorderez, je me pose beaucoup plus de questions que je n'ai de réponses à vous donner. Le député de l'Essonne n'est visé pour le moment que par une enquête préliminaire. Cela ne préjuge en rien des suites, classement du dossier ou ouverture d'une information judiciaire. Le Conseil des ministres se réunissait pour la 2e fois de la semaine. Au programme ce matin, l'adoption des mesures du plan de relance de l'économie. Objectif enrayer la spirale négative de la crise. L'INSEE table sur un nouveau recul du produit intérieur brut pour le dernier trimestre de l'année. Alors quelle était l'ambiance ce matin autour du président de la République? Bonsoir Mickaël Darmon. Quelques indiscrétions. Alors le message de Noël du président à ses ministres a été, on peut le dire, assez clair. Oui, il n'y a pas eu de cadeau ce matin autour de la grande table dans le salon Murat. Nicolas Sarkozy a ouvert le Conseil, ce qui est assez rare, par une sévère mise en garde contre les ministres, parce que vous savez que depuis 48 heures, ça se chamaille beaucoup, notamment à propos de la diversité entre Ramaya, Nadine Morano ou Christian Estrosi. Alors, ce qu'il a dit, c'est que les Français souffrent, les Français sont dans une situation sociale difficile, et quand j'entends les échos des algarades, dit le président, entre les ministres, eh bien, je trouve ça gênant. Objectif apaiser les tensions. Apaiser les tensions et surtout continuer à mobiliser, car en fait depuis 48 heures on voit bien qu'entre la majorité et l'Elysée c'est compliqué. Il a été impossible hier de remobiliser les députés pour continuer à discuter le texte sur le travail du dimanche, alors qu'ils étaient déjà partis dans leur circonscription. Nicolas Sarkozy veut montrer que justement à cause de la crise il ne faut jamais lever le pied, et d'ailleurs il commencera l'année en sillonnant toute la France pour des vœux décentralisés pour donc commencer 2009. Merci Mickaël. Alors au cœur des discussions également, il y avait bien sûr le plan de relance de l'économie, 26 milliards d'euros. Et on le sait, l'un des axes de ce plan concerne les grands travaux. De nouvelles lignes TGV, par exemple, sont à l'étude. Alors voyons ce soir quelles ont été les conséquences de la mise en place d'une de ces lignes avec le TGV Dijon-Mulhouse. Reportage Valérie Lerouge, David Fossard. 140 km de voies à construire, 13 viaducs et un tunnel. Une nouvelle ligne TGV, c'est d'abord un carnet de commandes bien rempli pour les entreprises de travaux publics. Sur ce vaste chantier, tous les géants français du BTP ont décroché un marché. Ça a généré 2 années d'activité pleine, la mobilisation d'environ 700 personnes du groupe. Environ 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les gros groupes ne sont pas les seuls à profiter de ce programme de 2,5 milliards d'euros. Les travaux engendrent 4000 emplois directs, y compris dans les entreprises locales. Des entreprises moyennes de BTP à l'échelle régionale qui sont encore des entreprises familiales. C'est aussi les petits entrepreneurs et même dans certains cas des agriculteurs qui montent des sociétés pour pouvoir travailler sur le chantier. Mais les retombées économiques vont bien au-delà. Dans les villages à proximité de la voie, certains secteurs d'activité profitent directement du chantier. Alors les garçons, tout va bien? Ça se passe bien? Ce sont donc des gens qui travaillent chez GTM Terrassement, qui sont là depuis le début du chantier. En 2006, ils sont arrivés et qui viennent régulièrement déjeuner chez nous. Ici, l'hôtel affiche complet du lundi au jeudi et côté restaurant, on a même dû embaucher. Nous étions 7 avant l'arrivée du chantier. J'ai créé 3 emplois à plein temps et je pense bien les garder jusqu'à fin 2011. À 15 km de là, les garagistes aussi apprécient l'arrivée du TGV. Dans cet atelier, 2 voitures appartiennent à des salariés du chantier. Les véhicules sont maltraités dues aux conditions, mauvaises conditions sur les chantiers. Elles viennent plus souvent que les autres dans les ateliers. Ces artisans en profiteront jusqu'en 2012, date prévue de la pose des derniers rails et de l'inauguration du TGV Rhin-Rhône. Économie toujours avec le pétrole qui est au plus bas depuis 4 ans. Il est descendu sous la barre des 34 $ le baril à New York. Et aux États-Unis, l'autre information du jour, l'information économique, est venue de la Maison-Blanche. George Bush a finalement décidé d'envoyer un peu d'oxygène aux constructeurs automobiles américains au bord de l'asphyxie, on le sait. Près de 14 milliards de $ débloqués pour Chrysler et General Motors, et cela sous condition de restructuration drastique. Un geste salué aujourd'hui par son successeur Barack Obama. Dans l'actualité également aujourd'hui, la mort de Mark
Mark Felt. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais il est l'homme qui fit chuter Richard Nixon, président des États-Unis qui dut démissionner. Après le scandale du Watergate en 1974, Mark Felt était la source, l'informateur, on l'appelait gorge profonde. Retour sur cette affaire avec Alain Chalvron. Il n'aura pas survécu longtemps à sa gloire. Ce n'est qu'en 2005 que Vanity Fair révèle que cet agent passe-muraille du FBI avec ses grosses lunettes, Mark Felt, devenu numéro 2 du Bureau, est en fait gorge profonde. La mystérieuse source qui a révélé aux journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, le scandale du Watergate. C'est-à-dire le cambriolage dans cet immeuble de Washington, appelé le Watergate, du QG électoral du Parti démocrate. Cambriolage ordonné par Richard Nixon, le président en personne. Un président dont on découvre au fil des révélations de Mark Felt qu'il est grossier, sans scrupules et même violent. Nixon qui se défend comme un gangster. Les Américains ont le droit de savoir si leur président est un escroc. Je ne suis pas un escroc. Avant d'être contraint à la démission en 1974. Je démissionne de la présidence à compter de demain midi. Je ne suis pas gorge profonde. Soupçonné un temps d'être la mystérieuse source du Washington Post, il avait toujours nié, jusqu'à donc être finalement convaincu il y a 3 ans de sortir de l'ombre. J'aimerais rester dans l'histoire comme un fonctionnaire qui a fait de son mieux pour aider ses concitoyens. Il a eu le courage de dire « Attendez, la Constitution est plus importante dans cette situation qu'un président des États-Unis qui transgresse la loi. » Traître pour les uns, héros pour les autres, il aura pu en tout cas se vanter d'avoir fait tomber un président sans trébucher lui-même. Dans l'actualité, nouvelle crise politique en vue. En Belgique, le Premier ministre Yves Le Terme a présenté la démission de son gouvernement cet après-midi au roi. Le Premier ministre qui était depuis quelques jours accusé d'avoir fait pression sur la justice dans le cadre du rapprochement entre la Banque Fortis en difficulté et BNP Paribas. Une image maintenant en provenance d'Athènes où une vingtaine de jeunes manifestants ont fait éruption aujourd'hui dans la cour de l'Institut français. Ils ont brisé des vitres et lancé un cocktail Molotov provoquant un début d'incendie. Les assaillants ont laissé un slogan sur la façade signé de la lettre A pour anarchie. Ce slogan sur lequel on pouvait lire « Étincelle à Athènes, incendie à Paris », c'est l'insurrection. Fin de citation. Merci d'être avec nous. Dans un instant à suivre dans votre journal, les coulisses de Rungis à quelques jours de Noël, le plus grand marché alimentaire du monde. Connaît-il la crise? Nous prendrons des nouvelles de Yann Eliès, le skipper du Vendée Globe, victime d'une fracture de la jambe, vous le savez. Et puis, comment trouver des places de spectacle moins chères à prix réduit? C'est la question qu'on saute ce vendredi. Mais tout d'abord donc, direction le plus grand marché alimentaire du monde. Il s'agit de Rungis, en banlieue parisienne. 25% du chiffre d'affaires de l'année se joue en ce moment, dans les jours qui précèdent les fêtes de fin d'année. Alors, les grossistes croisent les doigts. Ils espèrent que les Français ne bouderont pas trop les plaisirs de la table. Cette année, ambiance avec Romain Boutilly. Vincent Barral, c'est le grand format de ce soir. Au petit matin, les négociants sont sur le pont. Comme chaque année, le marché de la volaille bat son plein. Il est comme le vieux, il est usé. Grossistes et détaillants. 185. J'ai même droit à un bisou avec un prix pareil. Ils viennent ici faire leurs affaires. Décembre, le mois stratégique. C'est là où on travaille le mieux, quoi. On travaille le plus. Ce qui rattrape pour le reste de l'année, quoi. À l'abri des regards, votre repas de Noël se négocie. Question de prix, pas de cadeau. Bah voyons. Réveille-toi, on est en 2008. Ça c'est la dinde. Dinde, chapon, foie gras, les traditions s'arrachent. L'an passé, 1500 tonnes de volailles ont été écoulées en décembre. Aujourd'hui, les commandes se font attendre, mais on reste optimiste. Moi j'imagine que les gens vont bien vouloir se retrouver un peu en famille. Il y a tellement de morosité dans l'environnement que quelque part, fatalement, il faut bien qu'il y ait un peu de chaleur humaine. Le pavillon de la marée, celui des meilleures ventes. Coquillages et crustacés, pour Noël, les stocks sont multipliés par 2. Des espèces plus coûteuses envahissent les étals. Vous leur faites une beauté là? Oui, tous les matins. Pour les nettoyer. 130 € le kilo, et encore c'est un prix de gros. Les clients ne se bousculent pas. Du saumon en plein cœur. Comme Jean-Yves Crestel, poissonnier, les acheteurs privilégient les classiques. Pas de prise de risque. C'est le cœur, hein, c'est le meilleur. C'est le haut de gamme. Mais même pour les classiques, il faut négocier. Et ce matin, la marge de manœuvre est plutôt réduite. Ouais. Au lieu de 32, je peux faire 33, ça, il n'y a pas de problème. Non, mais mieux dans l'autre sens. Non, mais moi, mieux, c'est dans le sens. Est-ce que tu plus grosse comme pièce aussi? On ne s'investit pas à prendre de la marchandise sans savoir si elle est vendue.
Et les prix sont à la hausse comme tous les ans à cette époque. Loin de la tradition, Les perles des sous-bois. à chaque Noël, son lot de nouveautés. Avis aux gourmets, cette année, du caviar d'escargot, 30 € la boîte, coûteux, mais apparemment délicieux. Au bout, il y a l'anis derrière, c'est vraiment très très bon. Une mise en bouche bien particulière, mais tous les goûts sont dans la nature, même à Noël. Et en temps de crise économique, a-t-on tendance à oublier la crise écologique? En tout cas, Yann Arthus Bertrand entend poursuivre son combat pour la planète en attendant son prochain film. Il va à la rencontre des élèves et aujourd'hui, il était à Rueil-Malmaison. Il leur a parlé énergie. Nicolas Lemarinier, Frédéric Faure. Alors, énergie renouvelable, qu'est-ce que ça veut dire? J'aime bien faire le prof. Une célébrité en guise de prof de sciences nat, ça n'arrive pas tous les jours. Quand en plus il s'agit de Yann Arthus Bertrand, les enjeux de l'écologie, c'est tout de suite très clair. Si tout le monde vivait comme un Français, il faudrait 3 planètes. Et on n'en a qu'une. C'est-à-dire qu'on dépense trop d'eau, on coupe trop de bois. Le photographe des beautés de la Terre présentait cet après-midi à des lycéens une série de posters éducatifs basés sur ces célèbres images. Ces affiches sont distribuées gratuitement dans les établissements scolaires par l'association Good Planet, présidée par Yann Arthus Bertrand. Une façon de lancer le débat sur l'énergie. Quelles sont selon vous les tâches qu'on pourrait faire au quotidien pour économiser cette énergie? Si vous changez de portable tous les 6 mois, c'est pas bon. Dans un portable, il y a 30 métaux différents qui ont été pompés dans le monde entier. Il y a 500 kilos de terre qui ont été bougés pour faire le matériau de votre portable. Et si on fait tous ces efforts, ça changera vraiment quelque chose? Ben oui, ça change quelque chose pour vous. Parce que vous direz, moi j'ai fait. En 1 heure à peine, les élèves auront appris que 13 millions d'hectares de forêt disparaissent chaque année, créant des déserts. 1 milliard d'agriculteurs ont leurs mains pour seuls outils. Un habitant des pays développés consomme 7 fois plus d'électricité qu'un habitant des pays en voie de développement. De quoi faire réfléchir des lycéens un peu désabusés. Je pense pas qu'on soit assez informés, mais je pense pas que les gens aient vraiment envie de savoir. On a tellement été habitués à avoir un monde comme ça, on est déjà dans ce monde, donc après on ne pense pas à changer les choses. On s'aperçoit que maintenant, je vois la différence, les enfants sont beaucoup plus concernés qu'avant. Connaissent beaucoup plus les problèmes qu'avant. L'énergie cette année, en 2009 ce sera le thème de l'eau. Yann Arthus Bertrand n'a pas fini sa croisade pour la sauvegarde de la planète. Noël en Amazonie, pourquoi pas? À 12 heures de Paris, certains touristes rêvent de quiétude au cœur de la forêt. D'autres préfèrent le farniente, au bord du fleuve. En tout cas, le Brésil tente de séduire une nouvelle clientèle avec l'espoir de préserver ce bijou écologique menacé. Reportage sur place, Jean-François Firet, Vivian Roussel. Longtemps, elle est restée inaccessible. Voici désormais l'Amazonie à portée de tous, ou presque. À 12 heures de vol de Paris, atterrissage à Manaus, dans l'ouest du Brésil. C'est ici que Mariana, 26 ans, elle-même brésilienne, débute son périple à travers la jungle. C'est très beau, vraiment très beau. Et puis ce calme, cette tranquillité. Et c'est seule qu'elle est venue profiter de cette tranquillité. Frédérico est son guide, privé, un Indien, né et élevé dans ce petit bout d'Amazonie dont il connaît les moindres secrets. Je n'ai coupé qu'un petit morceau pour éviter d'abîmer l'arbre. Tu peux goûter si tu veux. C'est sucré, ça a le goût de soja. C'est vraiment bon. 100% d'humidité, une température bien au-delà des 30 degrés. Les conditions sont rudes pour 8 heures de marche. Mais la forêt réserve bien d'autres surprises qui ne font pas regretter le voyage. Je voulais absolument voir la forêt de mes propres yeux. On en entend tellement parler à la télé, mais c'est tellement différent quand on y est. Il y a les odeurs, et puis on peut toucher les arbres, et on voit les animaux pour de vrai. Les 2 prochaines nuits, Mariana va les passer ici, dans ce lodge en pleine forêt, sur les bords de la rivière Tarumu. L'endroit est connu des baroudeurs. Les Indiens y tiennent une cantine réputée et une trentaine de lits pour une dizaine d'euros la nuit. Pour Frédérico, cela veut dire un revenu mensuel de moins 600 réals, 250 €, 2 fois le salaire minimum au Brésil. Sans le lodge, on serait obligé d'aller chercher du travail en ville. Moi, je serais employé à la ferme de mes parents à cultiver le manioc sans doute. Pas d'eau courante, pas d'électricité, nuit à la belle étoile. D'autres préfèrent au contraire les stroboscopes, les décibels et les danseurs de cartes postales. Ce soir, comme tous les soirs, c'est la fête à Ariaou.
Bienvenue dans le plus grand complexe hôtelier de l'Amazonie. 2 restaurants, 2 héliports, 250 appartements, le tout construit au-dessus de la canopée, sur pilotis. Voici une chambre standard, avec un lit double, un ventilateur, l'air conditionné et un minibar. Tarif jusqu'à 400 € la suite. Inauguré en 1987, le complexe n'en finit plus de s'agrandir, mais sans dénaturer l'Amazonie, promet le responsable. Ça n'a aucun impact sur la nature, les passerelles passent entre les arbres. Nous n'avons même pas eu à en couper un seul pour construire l'hôtel. Le touriste, lui, découvre l'Amazonie telle qu'on veut bien la lui montrer. Ici, pas de moustiques, mais de gentils dauphins apprivoisés. Il fait bien trop chaud dans la jungle. Ici, au moins, on peut se baigner, on se rafraîchit et on sue beaucoup moins que pendant une randonnée en pleine forêt. Avec son climat, sa végétation luxuriante et même des plages de sable fin, l'Amazonie possède de sérieux atouts pour attirer les visiteurs. Encore balbutiant aujourd'hui, le tourisme pourrait devenir l'une des premières richesses de la région. Des soins à distance, le calvaire du skipper Jan Elias, victime d'une fracture du fémur, se poursuit en pleine mer à 800 milles des côtes australiennes. Une frégate est en route pour venir le récupérer. Elle devrait arriver demain matin. Pour le moment, son réconfort s'appelle Marc Guillemot, qui s'est dérouté pour venir à ses côtés le soutenir. On va tenter de le retrouver dans un instant, mais avant cela, résumé de la journée avec Manuel Tissier et Frédéric Capron. 2 bouteilles d'eau empaquetées, du pâté breton, quelques conserves et des médicaments. Voilà ce que Marc Guillemot va tenter d'envoyer à Jan Elias, immobilisé dans l'habitacle de son bateau. Merde, bordel! Raté. Depuis ce matin, Guillemot tourne autour du monocoque de Jan Elias, un bateau presque fantôme. À l'intérieur, le solitaire de 34 ans peut à peine bouger. Hier, Elias s'est brisé la jambe en manœuvrant à l'avant de son bateau. Il a rampé jusqu'à sa couchette. Mais ce n'est qu'aujourd'hui, en fin de matinée, qu'il a pu enfin atteindre ses vivres, ses médicaments, couteau à la main. Il a repéré le compartiment qui l'intéressait, il l'a lacéré, clac, clac. Il a sorti ce qui l'intéressait dedans, c'est-à-dire la pharmacie, de l'eau et de la nourriture. D'accord? Pour vous dire à quel point Yann aime son bateau, pour un truc qu'il m'a dit, c'est qu'il s'est excusé d'avoir le radeau, quoi. Je lui ai dit, attends, mais on s'en fiche, quoi. Déjà, t'as la pharmacie, j'en avais les larmes aux yeux, et lui, pareil. Yann, Marco. Marc Guillemot veille sur son ami à distance. Ouais, je te reçois. Impossible de le rejoindre à bord. La mer est trop agitée, mais la présence de Guillemot est primordiale. Actuellement, c'est toujours... J'imagine que ton état ne varie pas, mais ça va? Ah ok, d'accord, bah écoute, je te laisse dormir. Il a su trouver les mots, il a su motiver Yann pour que Yann, effectivement, malgré la douleur, aille chercher ses médicaments parce que c'était la voie de la raison. Marc Guillemot ne bougera pas avant l'arrivée des sauveteurs australiens. Les médecins seront sur place demain après-midi pour mettre fin au calvaire de Jan Elias. Alors on va tenter maintenant de joindre Marc Guillemot qui a placé son bateau à côté de celui de Jan Elias. Bonsoir Marc Guillemot, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir. Alors tout d'abord, est-ce que Jan Elias va mieux et souffre moins ce soir? Oui, alors c'est vrai que c'est un grand soulagement de savoir ça, que Yann a réussi à attraper quelques médicaments, de l'eau et quelques vivres. Et ça, c'est vraiment énorme pour moi de le savoir soulagé. Il peut enfin dormir et récupérer. Et je veux dire, c'est une grande victoire pour lui d'abord, et puis pour tous ceux qui ont mis un peu d'énergie à essayer de l'aider pour ce secours. Donc c'est un énorme soulagement pour tout le monde. Alors vous avez réussi à lui redonner le moral finalement, entre Bretons et entre marins, on se soutient bien sûr. Oui, enfin qu'on soit breton ou pas, c'est pas le problème. Il se trouve qu'on est tous les deux bretons effectivement, mais en tout cas on a agi, enfin moi j'ai agi en tout cas comme un marin, comme n'importe quel des marins aurait agi en tout cas. Et si malgré la difficulté pour rejoindre son bateau, enfin pour moi c'était impossible de rejoindre son bateau, je crois que la présence, d'avoir une présence à ses côtés, une présence psychologique, c'était vraiment important. Et quand on sait que quand la tête va bien, quand tout le reste du corps suit, je pense que c'était vraiment important pour lui de savoir que j'étais à proximité, que si sa situation se dégradait, je pouvais éventuellement faire une tentative pour monter à son bord, mais en tout cas de sentir une présence à proximité, je pense que c'était vraiment l'essentiel pour lui et je pense qu'il a bien ressenti. Et ça, pour moi, c'est
c'est tellement important et vous savez, on est tellement décalé par rapport à la Terre. Moi, j'ai vu personne depuis 40 jours et hier, en passant au raton bateau pour essayer de lui lancer une bouteille d'eau avec des médicaments, j'ai aperçu sa tête et c'est un moment très difficile à décrire lorsqu'on voit tout le monde tous les jours à terre et de sentir ses yeux briller au travers de la porte de passage pour entrer. C'était vraiment un grand moment pour moi. Pour lui aussi, et ça c'est des moments très forts qu'on n'oubliera pas. Merci beaucoup Marc Guimot, et on entend bien évidemment votre émotion et bon vent en tout cas. Le football maintenant, avec tout d'abord le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions, et l'Olympique Lyonnais a tiré le gros lot. L'OL sera opposé au FC Barcelone, probablement la meilleure équipe d'Europe en ce moment. En même temps, les autres affiches sont pas mal tout de même. Regardez, Chelsea, Juventus de Turin, Real de Madrid, Liverpool ou encore Inter du Milan, Manchester United. Et puis cela aurait pu être tout simplement un jour de fête. Hier soir au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a brillé en Coupe de l'UEFA. Victoire 4-0 face à Twente, qualification au bout du suspense et avec le panache. Mais une fois encore, ce sont des affrontements à l'extérieur du stade qui ont gâché tout cela. Affrontements au cœur de Paris et puis aux abords du Parc des Princes entre supporters néerlandais, parisiens et forces de l'ordre. Des scènes de violence qui ont fait un blessé, un supporter de Twente qui a dû être hospitalisé. Dans les salles de spectacle, c'est un peu parfois comme dans les avions, sur le même rang, des hommes, des femmes qui ont payé leur place à des tarifs bien différents. La raison de tout cela, les tarifs dégriffés en tout genre. Les astuces ce soir avec Laurence Cuvillier et Daniel Lévy. Cette semaine, j'ai voulu aller voir Gotham Project en concert, Le Malade Imaginaire au théâtre et Burn After Reading au cinéma. Et tous ces fichiers, putain! Au total, ça faisait cher, 96,90 €, alors j'ai essayé de réduire la facture. Première étape, le cinéma. Il y a bien sûr les passes illimitées qui proposent un accès à toutes les séances pour moins de 20 € par mois chez les grands distributeurs. Les salles indépendantes ont aussi leur promo, 5 places payées, un petit cadeau. La prochaine, ça vous coûte rien. On peut encore choisir les séances du matin qui coûtent rarement plus de 6 € ou acheter des places dans son comité d'entreprise. C'est là que j'ai trouvé le meilleur tarif, 4,90 €. Merci beaucoup. Bon film. Allez, on passe au théâtre. Les Parisiens et les Lyonnais ont de la chance. Ils ont des kiosques où les places sont vendues le jour du spectacle à quasi moitié prix. Bonjour, il vous reste une place pour Le Malade Imaginaire? Oui, Le Malade Imaginaire. Je pourrais voir la pièce pour 24 € au lieu de 42. On a minimum 4 places par jour pour chaque spectacle. Les plus mordus peuvent s'abonner à un club de théâtre. Chez Starter, pour 9 € par mois, on a un magazine, des conseils, des réductions, voire des places gratuites. L'objectif, c'est quand même d'aller voir des spectacles qui vous plaisent pour, par la suite, aider les théâtres à faire venir du monde et qu'on parle du spectacle. Le plus dur maintenant, la place de concert. Sur les sites de spectacles à prix cassé, il y a des dizaines de promotions. Mais malheureusement, aucune place pour Gotham Project. Normal, l'Olympia affiche complet. Je voudrais trouver à moins de 45 €. Je tente de trouver mon bonheur le soir même devant la salle. Pas facile. Vous les vendez à combien vos places? Mais quelques minutes avant le début du concert, les revendeurs bradent leurs places. 40 €, marché conclu, j'ai fait baisser ma place de 5 €. Au total, mes 3 places sont passées d'un peu plus de 96 € à moins de 69 €, 28% de réduction. Cerise sur le gâteau, je m'offre une place à 5 € pour l'Opéra Bastille en l'achetant 1h30 avant la représentation, une réduction record de 90%. Le Père Noël lui aussi a ses habitudes en lisant la liste faite par les parents et les enfants. Et il retrouve bien souvent depuis des années les mêmes cadeaux. On les appelle les indémodables, les incontournables. Et c'est Julien Beaumont et Alain Dubas qui nous en dressent la liste. Des nouveautés plein les rayons et pourtant chaque année c'est le même scénario. Les jouets qui se vendent le mieux sont souvent anciens. Des jeux en bois qui remontent jusqu'à l'Antiquité, en passant par un SOS Fustiti qui a plus de 20 ans, en continuant, en montant dans les tranches d'âge. Vous avez le Qui-est, le Puissance 4, le Monopoly et puis le Scrabble. Comme ce sont des jeux qui ont des valeurs de jeu, des règles de jeu qui sont à la fois simples et qui permettent de passer un bon moment de détente, d'apprentissage et d'épanouissement, eh bien ces jeux, ils ont une durée de vie qui est sans limite. Ces indémodables se classent aux meilleures places. C'est le cas chez les jeux de société où certains sont des best-sellers depuis 70 ans. Exemple avec ce jeu immobilier, 500 000 boîtes vendues par an en France. La dernière édition permet de payer avec une carte bancaire
innover pour rester premier. Aujourd'hui, il y a plus de 50 versions de Monopoly différentes qui ont été éditées à travers le temps. Mais sur le marché français, dans ce magasin de jouets, aujourd'hui, vous pouvez trouver au moins 9 versions différentes de Monopoly. Dans le top 5 des autres jouets, là aussi des marques bien connues du grand public, comme ce mannequin. 4,6 millions de modèles et d'accessoires vendus par an. Pas mal pour une poupée qui s'apprête à fêter ses 50 ans, et pas une ride, car madame a su changer. En 1965, Barbie était astronaute. En 1975, elle était médaillée olympique. En 2000, elle était présidente de la République. Donc il y a vraiment un côté toujours dans son temps chez Barbie, sans parler de la mode évidemment. Des jouets si célèbres que les parents les offrent avant même que les enfants les aient commandés. Voilà pourquoi certaines sociétés affichent encore des taux de croissance à 2 chiffres. En pleine crise, le panier moyen des achats de Noël n'a pas bougé par rapport à l'an dernier. Avant de refermer le journal, je vous rappelle l'un des principaux titres de ce vendredi avec les premiers départs en vacances ce soir. Petit trajet ou grand trajet, des millions de Français sont déjà sur les routes ou dans les trains afin de rejoindre leur famille, la plage ou la montagne. Profitez-en et prudence au volant. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo complète, Nathalie Riouet, suivi du point route, Julien Pascal, 20h50, votre téléfilm avec les rois maudits et Philippe Torreton. Je vous retrouverai demain à 13h et puis n'oubliez pas, 13h15, le magazine. Très belle soirée à tous et à demain, j'espère. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.